Salut à tous, c'est les Braques, meilleur noir de France. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo réaction. Je vous avais dit que j'essayais de faire le moins possible de vidéos réaction. Je préfère créer de la pensée, il faut le savoir. Mais c'est surtout que la réaction, ça demande peu de travail intellectuel. Mais aujourd'hui, vis-à-vis de la vidéo que je vais commenter, je pense qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels je peux être pertinent et apporter des éléments de réponse qui sont très importants. Vous l'avez vu dans la miniature et sur le titre de la vidéo qui n'a pas été putaclic aujourd'hui. Mais aujourd'hui, clairement, je vais enterrer Mathilde Panot qui a donné une interview aux médias Le Média. Vous avez sûrement vu passer un des extraits de cette vidéo sur Twitter récemment. Moi, j'ai décidé de vous sélectionner 4 ou 5 passages très importants dans la vidéo qui dure quasiment 1 heure sur leur chaîne YouTube. Donc on va faire ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Il faut obtenir l'assentiment de Joubuzz. Mazel tov, Joubuzz, regarde que vous. 6 messages pour la madré, vous lui dites que je fais un contenu très sympathique et respectueux à la fois de mes interlocuteurs et en plus de ça de l'environnement. Ce serait le top. Et on va commencer sans plus tarder. Bon, normalement, Mathilde Panot, je vous la présente plus, vous savez très bien qui c'est. Elle est présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Elle a donné une interview sur le média, l'émission s'appelle Le Fauteuil. On dirait clairement les interviews du Livre Noir à l'ancienne. À un moment, dans l'émission, assez rapidement, Mathilde Panot revient sur son parcours qui l'a mené en politique. Elle fait un RP pauvre ou personne qui a subi des violences à Sciences Po. L'interview, le mec qui fait l'interview avec elle est extrêmement complaisant, mais bon, ça c'est pas problématique puisque ils se disent eux-mêmes de gauche. Mais en fait, il essaye de présenter déjà la carrière de Mathilde Panot comme étant une exception, comme étant le fait qu'elle, elle a pas fait le parcours classique de la politique, c'est-à-dire Sciences Po l'ENA. Mathilde Panot, elle répond « Ah si, moi j'ai fait Sciences Po ». Donc déjà, on voit la qualité de la recherche du journaliste juste au-dessus, qui visiblement n'a même pas regardé quel est le parcours. Ça en dit déjà un peu long sur la qualité du journaliste. Et en plus de ça, Mathilde Panot, qui a quand même fait Sciences Po, elle essaye de marquer qu'elle a elle aussi vécu de la violence politique au sein de Sciences Po. Écoutez ce qu'elle a à dire. Fait un parcours un peu classique puisque j'ai quand même fait Sciences Po. Oui. Et à Sciences Po, il y a quand même plein de gens. Moi, je me rappelle d'une nana que j'avais rencontrée qui me disait « Je ne comprends pas pourquoi en France, elle venait d'un lycée français, elle, à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi en France, vous vous plaignez avec un SMIC à 3 000 €. Quand même, c'est pas mal. » Je lui ai dit « Le SMIC à 3 000 €, je te le prends direct. » Une forme de déconnexion. Et en vrai, je le dis un peu en rigolant, mais de violence aussi, que moi j'ai vécu à Sciences Po. Et en fait, le moment où moi je bascule, en fait, je bascule pas parce que je fais pendant très longtemps les deux, engagement associatif et engagement politique. On a l'impression, sans qu'elle nous le dise totalement, qu'elle était un peu décorrélée de cette élite bourgeoise. Sauf que moi, j'ai fait mes petites recherches. J'ai demandé à notre cher ami de ChatGPT de me compiler toutes les informations sur Internet sur l'enfance et le milieu socio-professionnel des parents de Mathilde Panot. Et on apprend 2 choses. Eh bien, Mathilde Panot, elle a un père qui est formateur en agronomie et une mère qui est prof de mathématiques. Donc en fait, on a un capital culturel extrêmement élevé. Ce sont des personnes qui ont fait énormément d'études, qui gagnent normalement correctement plutôt leur vie. Et en plus de ça, qui sont en plus de ça issus d'une banlieue pavillonnaire à Orléans. Attendez, le nom est hallucinant. Elle vient de Saint-Privé Saint-Mesmin. J'ai jamais entendu une seule nom de commune en France qui avait 2 noms de saints. Et du coup, j'ai fait un peu mes recherches sur Saint-Privé Saint-Mesmin. C'est la commune dans laquelle le mètre carré est le plus cher. Donc on est clairement dans une classe moyenne haute qui a en plus de ça un capital culturel extrêmement élevé, qui a donc totalement toute sa place pour finir à Sciences Po éthique. Elle a été littéralement entourée de personnes qui étaient comme elle. En plus de ça, elle a fait une prépa pour obtenir Sciences Po. Donc en fait, elle est vraiment baignée dans son moule éducatif et elle fait une reproduction sociale des plus classiques. Et ça, c'est extrêmement important parce que le RP pauvre, elle leur fait à plusieurs reprises. On se retrouve ici à 23 minutes et 20 secondes et elle va dire ceci. C'est pas juste dans les bastions forts, parce que je trouve que ça a été beaucoup caricaturé du fait notamment de Ruffin, je le dis très clairement. Par exemple, je sais pas dans le système Ruffin où est-ce que moi j'appartiens. Je veux dire, moi, ok, je suis élu à Ivry-sur-Seine. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais par exemple... Donc du coup là, elle fait référence au fait que Ruffin aurait fait des tracts différents en fonction des classes socio-économiques des personnes à qui ils vont donner des tracts. En vrai, c'est quelque chose qui s'entend, puisqu'en fait, en réalité, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts politiques. Qu'on soit de la classe moyenne haute ou classe populaire. Et elle essaye de dire que puisqu'elle est venue d'un petit village de 4000 habitants, voilà, elle sait pas, peut-être qu'elle aurait reçu une classe pour pauvres. Mec, pas du tout. Elle aurait clairement reçu un truc des classes populaires, un tract pour des classes aisées. Parce que peut-être que c'est un village de 4400 habitants. En fait, toutes les données des agences locatives de ce village nous montrent que c'est le village qui loue et qui vend au plus cher le mètre carré de tout son département.
Non. Donc arrêtons avec le RP pauvre, s'il vous plaît. En plus, c'est fait de manière insidieuse. Elle vous dit pas, j'ai rien dans les poches, etc. Non, elle fait des petits trucs comme ça. Voilà, moi, je viens d'une petite classe... je viens d'une petite commune de 4000 habitants. Ouais, c'est la commune la plus riche de mon département, mais ça, personne ne le saura. Mais c'est infernal. C'est absolument infernal. Et je trouve que, bon, ils sont toujours d'une violence extrême contre nous, mais ils ont quand même compris qu'il y avait une grosse force populaire derrière nous, et donc ils ont peur de nous maintenant. Et je trouve que le fait d'avoir eu, et d'avoir toujours, bon, alors je disais une aide-soignante, une ouvrière agricole, Mathilde Ligné, qui est élue actuellement, un chauffeur de taxi, enfin, plein de... Rachel Keke, qui est... Plein de quoi? Plein de quoi, Mathilde Panot? Le fait d'avoir plein de... Vas-y, dis-le, plein de pauvres. Le fait d'avoir plein de personnes de la classe d'en bas, là, ça prouve que nous, on est gentils. Puisqu'il y a plein de personnes de la classe d'en bas, ça prouve que nous, on est les gentils. Mais ça va pas ou quoi, la tête? Et en plus, elle arrive même pas à le cacher. Là, elle était à deux doigts de faire un lapsus politique extrêmement grave. Mais en plus, il y a plusieurs choses à répondre. Déjà, premièrement, non. Les classes populaires, elles votent majoritairement à l'extrême droite. Les classes populaires, elles votent majoritairement très à droite. Quand on dit très à droite, c'est le Rassemblement National au minimum. C'est pas tant parce qu'il y a eu un délaissement de la part de la gauche envers ces classes-là. Il y a toujours eu un vote populaire pour l'extrême droite. Parce qu'en fait, ça a toujours été eux qui ont défendu des intérêts extrêmement simples, c'est-à-dire le salaire des métiers qui sont le plus en tension et dans lequel une immigration devient immédiatement une concurrence déloyale sur le niveau des salaires. Et ce n'est pas parce que vous avez des représentants de classes populaires chez vous que forcément vous êtes les représentants officiels des classes populaires. En plus de ça, moi j'ai une question à poser très sincèrement. Quelle est l'utilité d'avoir un chauffeur de taxi ou de se revendiquer d'avoir un chauffeur de taxi en tant que député? Je suis désolé, mais moi je m'en contrefous du passé d'un élu. En fait, si un élu, il a fait... Parce que, en fait, un élu... Parce que quand bien même une personne élue a une expérience professionnelle extrêmement importante, ça peut être femme de ménage comme créateur de grosses entreprises, en fait, son niveau d'expertise ne se développera que sur un micro-sujet. Sauf que quand tu es député, théoriquement, quand tu sièges en commission, tu ne passes pas que sur le sujet sur lequel tu es expert. Tu vas devoir traiter un nombre incalculable de dossiers différents dans lequel ton expertise ne va pas forcément t'aider plus que ça. Moi, je suis désolé, mais le fait de savoir qu'une personne a d'abord été femme de ménage avant d'être députée, je m'en contrefous. Voilà, j'en ai rien à foutre. Mon seul but, c'est de savoir que cette personne va être efficace et va être intellectuellement apte et physiquement apte à faire le travail pour lequel il va être payé. Que ça soit un homme, une femme, un homosexuel, un trans, j'en ai rien à foutre en réalité. Je veux juste de l'efficacité. Et en fait, c'est infernal cette branlette intellectuelle sur le fait d'avoir des chauffeurs de taxi, comme si ça leur permettait d'avoir quelque chose qui est plus représentatif. Représentatif de quoi? Quelle est l'expertise qu'un chauffeur de taxi va avoir en plus sur la création d'un amendement? Je sais pas. Faudra me prouver ça en fait. Bon, il y a des gens qui disent que c'est une erreur stratégique parce que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas capable de rassembler. Mais on a envie de poser la question inverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à gauche qui est capable de faire 22% au premier tour? Est-ce que cette critique, elle a une résonance? Tu trouves qu'elle c'est juste des gens qui pense en intérêt partisan, ou c'est quelque chose qui peut vous poser une difficulté pendant la campagne? Bon, déjà, il faut voir le niveau médiocre du journaliste qui est face à elle. Non, il sait pas poser une question, c'est infernal, c'est ton taf. T'as pas préparé ton interview pour pas réussir à poser une question aussi simple. En plus de ça, je trouve que... Et je crois qu'elle va y répondre un petit peu, donc on va la laisser parler. Mais j'ai l'impression que ces mecs-là n'ont pas réfléchi au second tour. Alors oui, Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat pour accéder au second tour de la présidentielle de 2025. Et c'est le pire candidat pour gagner l'élection présidentielle au second tour. Voilà. Et en fait, moi j'ai bien plus peur d'un François Hollande au second tour que d'un Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'on est plutôt intéressé du fait que Jean-Luc Mélenchon passe au second tour, parce qu'on sait qu'on va le battre à plat de couture. Donc l'argument de dire « Ah mais c'est super, Jean-Luc Mélenchon il va passer au second tour », c'est une non-réflexion, c'est une non-projection du second tour. Le vrai débat à avoir avec Jean-Luc Mélenchon, c'est comment est-ce qu'il va réussir à ne plus faire peur à 50,1% de la population. Parce que pour l'instant,
il fait peur. Et vous pourrez vous branler autant que vous voulez sur sa capacité à mobiliser des personnes de gauche. À la fin, l'élection, elle se fait sur le bloc central et les personnes les moins à droite. On nous l'a fait à peu près à chaque élection. Oui. Rappelez-vous, en 2022, on nous expliquait que de toute façon, la gauche ne pourrait jamais gagner l'élection présidentielle de 2022 et que de toute façon, ce qui se jouait, c'était 2027. Oui. Donc en fait... Mais là, elle est en train de leur donner raison. En 2022, la gauche, elle n'a pas gagné. C'est Macron qui a gagné en 2022. Peut-être qu'on ne vit pas sur la même planète et que dans son univers, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au pouvoir depuis 2022. Mais en fait, ça veut dire que les critiques politiques qui lui ont adressé ces analyses-là, ils avaient raison factuellement. On nous le fait à chaque fois. Et en fait, ceux qui font ça, non seulement dégoûtent des gens, essayent de mettre le pays dans un espèce d'état de on peut rien faire, on peut rien changer, un état de désespoir absolu. Et je pense que le lancement de notre candidature et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon montre au contraire qu'il y a une forte envie dans le pays d'inventer un autre avenir ensemble. Il n'y a qu'à voir le nombre de signatures sur Mélenchon2027.fr. Il faut se rendre compte que Jordan Bardella gagne à 60% contre Jean-Luc Mélenchon selon les dernières estimations. C'est hallucinant. Je sais pas comment ces mecs-là peuvent ne pas stresser pour cette question. Ce qui est, en termes de dynamique, personne ne peut faire ça dans le pays. Enfin, je veux dire, c'est la construction d'une force politique. Et Jean-Luc Mélenchon, contrairement à toutes les caricatures qui sont faites sur lui, moi, je vous demande, qui est-ce que vous connaissez autour de François Ruffin ? Qui est-ce que vous connaissez autour de Raphaël Glucksmann ? Vous ne connaissez personne. Alors que Jean-Luc Mélenchon, qui est décrit comme l'homme égotique par excellence, est celui qui non seulement a fait émerger toute une génération et une équipe, voire des équipes qui sont prêtes à gouverner. Et puis surtout, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un... Non mais au-delà de... Mais c'est débile comme argument, puisqu'en fait, justement, ce qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être d'avoir fait émerger des personnes, mais c'est des personnes qui lui sont fidèles. C'est des personnes qui lui sont proches, c'est la copine d'un copain, c'est la fille d'un ami d'enfance, c'est son chauffeur de taxi, et c'est tout. En fait, c'est ça qui est reproché, littéralement. Mais en fait, c'est pas forcément mieux d'avoir fait pousser un entourage mélenchoniste. Et puis quand même, quelque chose qui donne de l'espoir, je trouve, pour la campagne de 2027, c'est que on a quand même 4,2 millions de jeunes qui ont eu 18 ans entre 2022 et 2027, donc ils vont pouvoir voter pour la première fois. Et on a quand même la chance d'avoir dans ce pays une jeunesse qui est massivement antiraciste, antifasciste, féministe. Mais là, ils sont débiles. Cet argument, c'est un des arguments les plus débiles et qui va être ressorti peut-être beaucoup pendant cette campagne. Chaque nouvelle élection présidentielle depuis 2012, il y a en moyenne 4 millions de nouveaux inscrits. Donc de 2012 à 2017, 4 millions de nouveaux inscrits, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'obtenir la majorité et qui sont inscrits pour la première fois. De 2017 à 2022, 4 millions d'inscrits. Et de 2022 à 2027, 4 millions d'inscrits. Et en fait, quand on regarde précisément cette évolution de 4 nouveaux millions d'inscrits chaque année, ça ne leur permet pas d'obtenir plus que 300 ou 400 000 voix de plus sur chaque élection. Parce qu'en fait, sur les 4 millions de personnes qui sont inscrites, il y en a beaucoup qui vont soit pas voter pour LFI. Et en fait, quand elle dit que une bonne partie de la jeunesse, elle est antiraciste et pro-LFI, bah c'est faux, ça dépend des différents segments, c'est-à-dire des 18 à 25, le premier bloc c'est LFI, mais calonné à quelques points de pourcentage par le bloc du RN. Donc là en fait les deux se valent, 6-7, excusez-moi. Par contre si on prend les 18-35 ans, bah là c'est le RN qui est le premier. Et pareil si on prend les 25-35. C'est-à-dire que les gens sont de gauche et sont pro-LFI jusqu'à leurs 25 ans. Et une fois qu'ils dépassent 25 ans, ils arrêtent de voter LFI, ça ne les intéresse plus. C'est-à-dire que chaque année, vous avez des personnes qui arrivent sur le marché du vote présidentiel. Et en fait, 4 millions de personnes qui arrivent et qui vont avoir 18 ans ou plus. Et tu as 4 millions de personnes qui dépassent les 25 ans. Et en fait, s'ils dépassent les 25 ans, ils arrêtent de voter pour vous. C'est pour ça qu'il y a un seuil quasiment nul ou un peu positif, parce qu'ils gagnent autant de nouveaux électeurs qu'ils en perdent d'anciens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les grilles d'analyse, il faut le savoir. Et là, maintenant, on va arriver sur l'extrait que vous avez tous sûrement vu passer sur Twitter, qui est en réalité un petit peu plus long et un petit peu plus intéressant que les 2-3 minutes qui ont été mises sur Twitter, et qu'on va commenter parce qu'il y a que des dingueries. Si ma connexion veut bien se faire, quoi. Je suis en partage de connexion et j'ai plus rien, quoi. J'ai tellement aucun buzz. Bon, en attendant que ça charge, ça me permet de vous rappeler de liker, commenter, partager ce post. Ça m'aide énormément. Laissez un message pour le référencement.
Si vous voulez m'aider de manière efficace, les gars, il y a un lien vers mon Patreon dans lequel je poste une fois par semaine un podcast exclusif, un cigare avec le Braque pendant 1h, 1h30. Je fume un cigare avec un ami et on parle de sujets de société divers et variés. Et si vous voulez m'aider d'une autre manière, j'ai une cagnotte Tipeee juste en description, donc si vous voulez y aller, c'est avec plaisir. Merci beaucoup pour tous ceux qui passeront le pas. Bon. Pour la transition, c'est la Nouvelle-France. Peut-être que ça fait partie justement de cette Nouvelle-France. C'est quoi exactement? Et dans la foulée, pour faire le lien avec ce qu'on entend en ce moment, est-ce que tu regrettes qu'à gauche, il y a de plus en plus de gages qui sont donnés à la droite, notamment sur l'immigration ou le racisme? Je pense aux récentes déclarations de François Ruffin sur l'immigration du travail, des personnalités du Parti socialiste qui refusent d'utiliser le mot islamophobie. Il y aurait plein d'exemples à prendre, hein, mais cet alignement... On aurait pu citer Roussel aussi. Oui, j'avais pas de citation en tête, mais il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais oui, est-ce que ces gages, tu les regrettes et globalement, est-ce que ça vous met dans une position compliquée c'est plus que les regretter. En fait, c'est aberrant de se dire de gauche et de céder comme ça du terrain à l'extrême droite. En fait, Le fameux céder du terrain à l'extrême droite, c'est continuer le discours de gauche des années 70 qui était tenu contre l'immigration de ce travail qui pèse à la baisse sur les salaires des Français. Voilà, ça c'est les fameux gages donnés à l'extrême droite. C'est les mecs, ils parlent même pas d'ethnie, ils parlent même pas d'essence des individus, ils parlent même pas de couleur de peau, rien. Ils disent juste... Peut-être que nos Français, ils ont le droit à avoir du travail en priorité, et pour eux, c'est déjà le racisme, c'est déjà l'extrême droite. Ils s'alignent sur les fantasmes de l'extrême droite, qui encore une fois ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce que dans les médias CNews, suivis par d'autres qui les imitent, on parle sans cesse d'immigration, d'insécurité par des immigrés ou je ne sais quoi. Il y a un cambriolage toutes les 3 minutes en France à l'heure actuelle, ce sont les données de l'INSEE. On a 200 000 cambriolages par an. Mais bon, ça, j'imagine que tout le monde s'en fout, que ça n'existe pas, que c'est le fantasme de l'extrême droite. Et ça, c'est sans parler des violences du quotidien, les incivilités, les bagarres, les nuisances sonores. En fait, c'est lamentable de reprendre les thèmes de l'extrême droite en pensant que c'est comme ça qu'on pourra vaincre l'extrême droite. On ne vaincra l'extrême droite qu'en étant clair sur ses principes et en ne cédant pas un pouce à l'extrême droite sur les questions du racisme, sur les questions d'immigration, sur toutes ces questions-là. Tous ceux qui... En réalité, d'ailleurs, cette phrase-là, moi, je la comprends totalement de la part des gauchistes, mais en fait, ça devrait être la même chose à droite, en fait. On ne devrait rien leur céder. Et en fait, là, elle reprend la formule et quasiment la posture de Javier Milei en Argentine, qui disait « Nunca un milímetro a ces cabrons de comunistas ». Il ne faut rien laisser, pas 1 millimètre. On ne devrait rien leur laisser politiquement. On ne devrait être d'accord avec rien. Quand ils disent quelque chose de sensé, on ne devrait soit se taire, soit lutter contre ce qu'ils disent. Mais en fait, on ne devrait rien leur laisser. On devrait être dans cette position-là. Il faut être une posture politique qui doit être extrêmement clivante. Lorsque vous les laissez gagner du terrain sur quelques idées, c'est la fameuse technique du pied dans la porte qui fait que 15 ans plus tard, quand tu commences à parler du fait que tu veux ou non, du fait que tu veux commencer à limiter l'immigration de travail pour les travailleurs français, on finit par te traiter de fasciste. Leur cède du terrain, à chaque fois, les font avancer parce qu'en fait, ils rentrent dans leur cadre idéologique. Tout comme l'extrême droite devient fréquentable parce qu'on la fréquente, l'extrême droite devient acceptable parce qu'on accepte ses thèses. Et donc, il faut être absolument strict sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Donc, ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Et le concept de la Nouvelle-France, c'est tout... Dans un premier temps, dans son raisonnement, elle nous explique que l'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement national, fantasmerait un pays qui n'a jamais existé, et elle dit un pays qui aurait été blanc et qui aurait été chrétien. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la France n'a jamais été un pays de blancs et n'a jamais été un pays
chrétiens. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du propos? C'est-à-dire qu'il existe une loi en France qui nous empêche de nier certains crimes contre l'humanité, et c'est quelque chose qui n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est-à-dire que juridiquement, il y a des moments où il y a des personnes qui ont dit le fait de nier une partie du passé, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et ce qui ne devrait pas être autorisé dans le débat public. Ça, c'est le but, l'essence de cette loi. Pourquoi est-ce que cette loi ne pourrait pas être appliquée au fait de nier l'existence historique validée par des centaines de chercheurs, d'historiens, etc. Comment est-ce que ça se fait qu'il y ait des responsables politiques qui aient le droit de prendre l'histoire, d'en faire un récit totalement faux, de nier l'existence et la réalité historique de tout un peuple et de toute la création qui en est issue? En fait, ça ne devrait même pas être tolérable. Moi, je suis pour la liberté d'expression, donc je pense pas que ça soit d'un aspect juridique que ça devrait être tranché. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas scandale? C'est-à-dire que il y a des millions de Français qui ont créé la France au fur et à mesure. Il y a certaines personnes qui sont mortes, il y a des personnes qui ont créé et inventé des objets pour faire rayonner la France. Il y a eu des chefs militaires, il y a eu des chefs politiques de premier plan qui ont tout fait pour pérenniser et assurer la sécurité à la fois du peuple français et en même temps de la notion de France, pour que finalement, il y ait des politiques aujourd'hui qui se revendiquent de dire que ceci n'a jamais existé. Mais le pire de tout ça, c'est que le raisonnement est ridicule. En appelant Nouvelle France, la France dans laquelle il y aurait de plus en plus de Noirs, d'Arabes, de Maghrébins ou de personnes issues de l'immigration plus globalement, ça veut dire que si ça c'est la Nouvelle France, il existait une France avant. Et si cette France avant, c'était la France qui n'était pas remplie de Maghrébins, de Noirs, d'Arabes et de personnes issues de l'immigration, ça veut dire que c'était une France blanche. Dans le terme de Nouvelle France, il y a le sous-entendu implicite que la France blanche catholique, elle est terminée. Et c'est ça leur projet politique. Leur projet politique, c'est un projet de remplacement. Leur projet politique, c'est un projet d'immigration. Le projet politique, c'est que la France n'existe plus, au terme de comment est-ce qu'on a pu la définir depuis 1000 ans. Et ça, il faudra le marteler le second tour des présidentielles. C'est que le petit Français blanc qui vote LFI vote pour des personnes qui veulent sa disparition, dont c'est leur projet politique. La disparition ethnique, culturelle, religieuse, identitaire. Simplement dire que c'est la France qui assume son peuple dans son entièreté. Et que le peuple, si on prend un point de départ, parce qu'il faut prendre un point de départ pour comprendre d'où on parle, si on prend 1958, qui est la constitution de la Ve République, on a un peuple qui a profondément changé depuis 1958. Je veux dire, Et en fait, justement, là, c'est extrêmement intéressant. Elle décide de prendre la définition du peuple français comme étant celui qui est apparu en 1958. Alors déjà, il y a deux choses. Moi, je n'ai aucun souci avec le fait de prendre arbitrairement une date pour dire la France, elle a commencé à ce moment-là. Mais par contre, du coup, derrière, il faut être capable de pouvoir l'expliquer. Par exemple, lorsque moi, je dis que la France, elle a commencé au baptême de Clovis, je dis que il commence à y avoir l'existence d'institutions politiques, de sentiments identitaires qui vont se construire au fur et à mesure. Il va y avoir une continuité historique, politique, culturelle, religieuse et ethnique qui permettent de pouvoir défendre la position de mettre le baptême de Clovis comme le début de la France. Mais avec la position de Mathilde Panot, le fait de choisir arbitrairement la constitution de la Ve République en 1958, c'est un choix arbitraire qu'elle pourrait défendre, mais qu'elle ne défendra jamais, parce qu'il n'y a pas de sens logique. Parce que ça voudrait donc dire que les héritages du Front Populaire, etc., ce ne sont pas des héritages français, c'est plus le peuple français en fait. C'est un autre peuple avec une autre histoire dans laquelle il y aurait une rupture politique de premier ordre avec l'instauration de la Ve République. Ça m'a l'air plus que Six Seven-esque cette histoire. Donc on va quand même continuer sur sa position. les femmes ont... Ah oui, et il y a un point très important, et c'est le problème principal de la Ve République, sur lequel j'ai l'impression qu'aucune personne de droite n'a décidé de mettre le doigt. La Constitution française ne définit pas le peuple français. On a une Constitution qui a pour vocation de régir l'État français, de définir comment il fonctionne, qui va donc définir les frontières, les institutions, les administrations, le rôle du président, etc., le rôle des administrés, leurs droits, leurs devoirs, mais qui ne définit pas à qui il s'adresse. Ça veut dire que la Constitution, en ne définissant pas qui est son peuple, je ne dis pas qui a la nationalité française, mais qui est son peuple, eh ben, elle nous permet le développement d'ineptie intellectuelle, comme est en train de le faire aujourd'hui Mathilde Panot. Si on prend 1958, qui est la constitution de la Ve République, on a un peuple qui a profondément changé depuis 1958. Je veux dire, les femmes ont conquis des droits nouveaux, notamment le droit à l'avortement, mais beaucoup d'autres. L'homosexualité était pénalisée à cette époque. Quel est le rapport avec le peuple ?
C'est pas parce que les femmes n'avaient pas le droit d'avorter et que les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier qu'ils faisaient pas partie du peuple français de 1958. Par exemple, dans les années 70, une famille sur 10 qui était une famille monoparentale, généralement une femme avec des enfants, disons-le plus simplement, puisque c'est généralement ça. Aujourd'hui, c'est une famille sur 4, donc il y a des nouvelles formes de famille. Il y a, ça c'est un chiffre qui fait, c'est ça qui fait souvent réagir les fachos, mais il y avait un Français sur 10 qui avait des grands-parents aujourd'hui, c'est un Français sur 3 aujourd'hui qui a des grands-parents étrangers. Et ça, c'est la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, la France qui s'assume... Oui, donc elle est en train de dire qu'il y a eu un changement de population ethnique, puisqu'elle le dit elle-même. Elle est en train de dire, avant, il n'y avait qu'une personne sur 3 qui avait un grand-parent étranger. Maintenant, il n'y avait qu'une personne sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Maintenant, c'est une personne sur 3. Elle est en train de dire littéralement que elle reconnaît un changement de population ethnique. Assume dans l'entièreté de son peuple, c'est aussi celle qui peut regarder vers son avenir et créer des choses nouvelles. Et notamment, une des choses vers on projette la nouvelle France, c'est la question de la 6ème République et du pouvoir au peuple, et sur la manière dont, à partir de ce pays tel qu'il est aujourd'hui, et non pas des fantasmes de l'extrême droite, comment est-ce que on fait peuple ensemble, et notamment comment est-ce qu'on réécrit une constitution qui permet de récupérer le pouvoir. Mais en fait, si on fait peuple ensemble, ça veut dire qu'elle considère qu'il y a des entités différentes. Quelles sont ces entités qui doivent être réunies ensemble sous le joug de la 6ème République et qui n'ont pas été mis de base par la 5ème République ensemble? Est-ce que Mathilde Panot pourrait nous développer ce point-là? Quel est le raisonnement politique, quel est le constat politique qui nous permet de pouvoir mettre ensemble des personnes qui n'étaient visiblement pas mises ensemble? Est-ce qu'elle pourrait les définir, ces personnes-là? Parce que petit à petit, on va finir par se rendre compte qu'elle nous parle bel et bien d'un changement ethnique. Alors que son grand gourou Jean-Luc Mélenchon nous avait parlé pendant des heures, nous avait parlé médiatiquement pendant des heures que le grand remplacement, c'est un remplacement générationnel. En fait, si on devait faire un changement générationnel, on devait faire un changement de constitution à chaque génération, il y en aurait une toutes les 30 ans, hein, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc, bon, est-ce que ce serait cool de pouvoir nous éclairer un petit peu plus là-dessus, Mathilde? On va pouvoir s'arrêter ici. C'est vrai que je me rends compte que j'avais pas le son, t'imagines? Bon, voilà, j'espère vous avoir apporté pas mal d'éléments, de pistes de réflexion, de vous avoir pu montrer que c'est possible d'être pertinent en faisant de la réaction. Parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de points, d'éléments qui n'ont pas été soulevés sur cette interview, sur lesquels ils sont extrêmement graves. On est en train de se rendre compte que petit à petit, on arrive à la phase finale du dénouement sur la question du grand remplacement, qui est en train d'être petit à petit totalement reconnu et adoubé par les personnes d'extrême gauche comme Mathilde Panot à demi-mot. Là, pour l'instant, ils ne sont pas encore en capacité de pouvoir le dire mot pour mot, mais attendez encore quelques années, enfin quelques mois, peut-être même que ça sera le cas pendant la présidentielle, et vous allez voir apparaître des termes beaucoup plus crus sur le changement de population qui s'opère en France. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour ceux qui l'ont pas encore fait, de liker, de commenter et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Un petit message pour me dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo et en live vendredi à partir de 21h jusqu'à minuit. Et ça sera tout bon. Merci beaucoup, c'était Le Braque, meilleur noir de France.